Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler de divergence RSI, on va parler de vente de la part de l'État allemand, on va parler de pas mal de choses au niveau fondamental, on va parler également bien sûr de la structure. Allez, intro. Alors, structure en weekly. On commence à avoir des divergences cachées sur le RSI. Quel est l'aspect psychologique d'une divergence cachée haussière? Vous voyez ici que le prix ne fait pas un plus bas alors que le momentum est à la vente. Ça souligne une certaine force, c'est pour ça qu'on appelle caché, parce que c'est pas non plus dans le sens ultime. Une divergence cachée, c'est-à-dire ça souligne une certaine force du côté des acheteurs, bien sûr. C'est-à-dire que la zone peut être éventuellement défendue. Maintenant, quand on regarde tout ce qui se passe en daily, etc., et les signaux éventuels dont on avait parlé hier, c'est-à-dire tenue de la structure ici, ça n'est pas arrivé. Tenue éventuellement du low précédent, hein, c'est un petit peu la même chose que la structure, mais dans cette zone-là, sur le 1 heure qu'on avait mis en avant il y a déjà un certain temps, et sur le 15 minutes tenue de ce petit niveau-là, bon bah vous voyez qu'on a dévissé en dessous. On avait plusieurs autres choses également qui nous disaient zone présumé potentiellement pour marquer un rebond. Il s'agissait bien sûr du bas de cette distribution ainsi que de la ligne de coup de cette épaule-tête-épaule là, et vous voyez que pour le moment elle a été enfoncée. Donc, eh bien à ce stade, on va dire que sur l'aspect vente, market, il y a eu effectivement ce sell-off. Là, on est en train de se reprendre un petit peu. On va aller voir un petit peu quelles sont les structures de retournement, quels sont les endroits où éventuellement on peut mettre en place justement une structure de retournement. Comprenez bien que du coup, on peut effacer ça. Tac, on peut effacer ça également. Pour le moment, on arrive sur le daily qui est là, mais ça n'a que peu d'importance. Puisque c'est un daily, donc on peut faire pas mal de choses en une journée. Quand je me base sur le 1 heure là, on voit très bien que le 15 minutes qui faisait soutien ici a été perdu. Donc ça, on peut l'enlever également. Et ce qu'on voit en termes de retournement possible, entre guillemets, c'est quand je regarde ici la structure en 15 minutes, donc une assez petite time frame, bien sûr, et bien une zone de rejet, là, ici, en 15 minutes, qui, si elle venait à être cassée, permettrait éventuellement de mettre en place une structure de retournement, c'est-à-dire cette épaule, tête-épaule inversée que vous voyez là. La seule chose éventuellement encourageante, on va dire, c'est que cette mèche-là n'est pas trop dégueulasse. J'entends ici le V que vous avez là-dedans, qui s'est bien repris, mais vous voyez que ça rejette pour le moment sur la résistance qui est dans cette zone-là. Donc, c'est pas très joli, sincèrement. Maintenant, il faut bien comprendre que nous, ce qu'on défendait éventuellement en scénario privilégié de hier, c'était que si on arrive à tenir le 15 minutes, la petite accumulation qu'il y avait là, etc., et ben à ce moment-là, c'était un retour en haut de canal. Est-ce que cette structure de retournement pourrait éventuellement nous emmener suite à ce sell-off, cette petite cascade de liquidation ici, dans ces zones-là? La target, on va dire, de l'épaule tête-épaule nous dit que oui, c'est à peu près la zone qu'on pourrait éventuellement viser. Encore une fois, si jamais on arrive à casser le point en 15 minutes que vous avez sous les yeux. Excusez-moi. Oui, donc éventuelle épaule tête épaule qui éventuellement nous remettrait en haut de canal, mais c'est pas très joli d'avoir enfoncé le canal, bien évidemment, avoir enfoncé tous les niveaux, avoir enfoncé ici la zone d'une flat étendue. Tout ça est relativement moche. On avait dit déjà que quand même à la perte des 66, c'était vraiment pas jojo. Dans cette zone-là, à peu près 66,7, dès qu'on perdait ce support-là, c'était vraiment pas jojo. Et là, en l'occurrence, on continue sur une distribution pérenne. Au niveau fondamental, j'ai envie de dire que
Alors certains y voient la vente des BTC de MTGOX, certains y voient la vente des BTC allemands, hein, puisque la réserve fédérale allemande est en train de vendre des BTC actuellement. Personnellement, je vois plutôt ça comme... À partir du moment où on est sur la perte des 66, plutôt les mineurs qui essaieraient de se préparer une année correcte en cas de scénario extrêmement baissier pour l'année. Donc cette espèce d'obligation pour les mineurs, on voit les mineurs qui sont excessivement en ce moment en train de vendre, qui sont positionnés à la vente. À ça j'ajoute des baisses sur les ETF qui sont quand même depuis 9 ou 10 jours assez conséquentes et qui représentaient en fait l'absorption de la vente post-halving des mineurs. Et donc moi je vois plutôt les choses comme ça, c'est une conjonction on va dire d'événements qui font que on a des ETF qui n'absorbent plus les ventes des mineurs, parce qu'on est sur des sorties sur les ETF depuis maintenant 8 ou 9 jours, là où ça absorbait bien sur cette zone là, et ça aurait pu être le fait d'ailleurs que ça la tienne. Le fondamental n'était pas nécessairement dans le sens d'achat ETF, puisque, je le rappelle, Powell, et ça c'était autour du 12 juin à peu près, hein, dans ces zones-là, nous a dit, ben moi, la baisse des taux, vous allez pouvoir vous la carrer profond, en tout cas à minima jusqu'en septembre, et il n'y en aura pas 2 ou 3 cette année, mais il n'y en aura qu'une seule. Donc, bien évidemment, le marché est obligé de s'adapter à ça. Conjoncturé, ça se dit ? Tout ça mis de front avec en plus le halving qui altère énormément la rentabilité des mineurs, hein, puisqu'il s'agit de moitié. Attention à ce qu'on ne soit pas sur quelque chose d'un petit peu plus pérenne. On va aller voir sur la liquidité déjà à minima si on peut réfléchir à un retracement haussier ou quelque chose dans l'esprit. Ce genre de moment où tout est moche représente parfois des opportunités, hein. On a parlé de divergence haussière en RSI, on est aussi sur je crois que c'est le RSI 4 heures qui est au plus bas depuis plusieurs dizaines, vous voyez qu'on est là sur le RSI 4 heures ici, vous le voyez, depuis quand on a fait le dernier bas, et la dernière fois qu'on était dans cette zone là c'était en août 2023, donc il y a quasiment un an. Donc des divs haussières, des conditions de survente qui sont, je trouve, hein, en tout cas à mon sens, tout de même encourageantes. Maintenant pour du trade, le point d'entrée ici, nécessite d'attendre quand même une forme de structure de retournement que pour le moment on n'a pas dans sa time frame. Même si là je vais voir sur le 15 minutes, alors possible de prendre ça pour aller là, hein, c'est pas du tout un souci. Et ensuite laisser un runner aller plus haut, mais sur du swing, hein, du trade qui serait censé trouver un très bon point d'entrée pour rester en position swing, voire trade de position, hein, rester en position plusieurs semaines. On va dire que l'attaque ici de cette vallée, hein, de cette jambe là ici à l'intérieur, qui avait été très bien rachetée dans le passé, correspond certes à une zone d'intérêt, mais que la perte de ce creux-là n'est pas du tout une bonne nouvelle en ce qui concerne la structure. Ça nous permet certes d'aller manger la liquidité des stops qui étaient dans cette zone-là, mais étant donné qu'elle n'est pas défendue, on peut se dire qu'éventuellement, ça aurait bien envie d'aller attaquer cette zone-là. Comprenez que si j'ai plein de pognon, j'ai fil des ordres ici, j'ai peut-être pris un petit peu de profit sur la montée, c'est pas un problème, mais le fait qu'on y retourne ne me dérange pas. Je peux éventuellement, même si j'ai plein de pognon, hein, encore une fois, défendre cette position-là jusqu'à 51 000. Le contexte est pas génial, encore une fois, dans cette idée des sorties ETF, hein, chose qui est relativement poussée en ce moment. Pour le moment, est-ce qu'on a vraiment une forme de support dans une time frame donnée qui est en train de tenir ? Allez, on va dire qu'on est au bout du bout de ce daily-là, d'accord, qui était le creux majeur précédent, hein, celui dont on avait parlé. Donc certes, altération de la structure. Pour le moment, rebond sur le daily inférieur, hein. Vous comprenez ici que quand on avait fait toute cette structure-là,
on n'avait pas fermé ni ouvert une bougie en dessous de ça, hein. C'était vraiment un petit peu le dernier carat, on va dire. La question étant, est-ce qu'on se défend du côté des longueurs, hein, qui ont peut-être éventuellement de la thune, directement dans cette mèche-là, ou alors est-ce qu'on vient refill plus bas, plus en dessous, et avec une structure qui reprend une forme plus de parallélité, une structure plus importante, ce qui n'était pas notre scénario privilégié à la base. Moi, j'aimais bien cette consolidation ici sous la trend, hein. Ça aurait pu tenir et venir à casser, mais le contexte 12 juin, Powell, enfin j'ai déjà expliqué au niveau fondamental, ce qui fait que on est plutôt positionné à la baisse en ce moment sur le BTC. Là où c'est relativement étonnant, c'est que le Nasdaq n'a pas réagi comme BTC à cette narration autour de l'inflation, et le S&P non plus. Est-ce que BTC est annonciateur parce que plus risqué d'une correction plus importante sur le reste? C'est ce qu'on verra dans les semaines qui arrivent. En revanche, Ether BTC, ça se maintient plutôt bien. Ce qu'on veut maintenant sur Ether BTC, c'est une accélération et le fait qu'on perfore littéralement cette trend qui est très vieille, ça tient. Pour le moment, ça tient. C'est vraiment pas moche du côté d'Ether. Alors, MTGOX n'avait pas d'Ether. Certains vous diront ça. Encore une fois, moi, j'achète pas trop cette narration de la vente de MTGOX. On l'a eu plein de fois dans le passé. Et voilà, c'est pas en général un truc qui a vraiment fait vivoter le prix. Après, on arrive là au moment où les créanciers vont être remboursés. Donc, si vous achetez cette narration-là, faites-le, il n'y a aucun problème avec ça. Moi, personnellement, c'est pas un truc que je considère. S'il y a des BTC qui changent de main, c'est ça que j'entends. Admettons, je crois que c'est 9 milliards de dollars, hein, la totalité des remboursements qui vont être faits au travers du mois de juillet, etc. 9 milliards, ça correspond déjà, sur les très bonnes journées ETF, on a 500 millions, 1 milliard à l'achat, hein, déjà. Ces BTC vont être libérés progressivement. À partir du moment où la zone des 60 est demandée, je ne vois pas ça nécessairement. Déjà, on parle de gens qui ont investi il y a déjà une dizaine d'années, pour certains qui ont un comportement de holder assez franc, qui pourraient éventuellement avoir déjà cette remise de l'affaire MTGOX, on va dire, et avoir déjà des gains significatifs en crypto s'ils se sont remis tout de suite, parce que c'est des gens qui étaient intéressés à la crypto très tôt. Donc, habitués à des mouvements violents en termes de diminution du BTC, et qui pourrait avoir quand même un comportement de Diamond Hands, enfin un comportement intéressant en termes de hodlings. Vous aurez bien sûr des prises de profit, mais tant qu'elles sont réabsorbées par les ETF, les acheteurs potentiels sur la zone, etc., toutes ces choses-là, je ne vois pas ça nécessairement comme quelque chose de intrinsèquement baissier long terme. Je vois pas ça comme une raison pour BTC d'aller entre guillemets sous les 50 000 $. Voilà. Ici sur Ether, attention, on perd le daily qui est là, vous le voyez. Puisque on a fait hier une ouverture et une clôture en dessous, donc ça c'est pas une très bonne nouvelle. Désormais on va être obligé de le décaler plus bas, donc pareil, c'est très c'est pas très bon en ce qui concerne Ether. Je pense qu'on peut le mettre quelque part par ici, hein, à l'endroit où on a ouvert. Remanger la clôture d'hier serait une bonne chose. Qu'est-ce que j'aime bien là-dedans? Juste la morphologie de cette mèche-là. Hein. Comprenez bien que quand vous avez une bougie qui s'ouvre, qui est baissière, qui descend très fort, mais qui ensuite vous donne une très jolie queue, une mèche de rachat, hein, tout simplement, un hammer, hein, tout simplement, c'est plutôt encourageant pour se récupérer. Le problème étant que des hammers, vous en avez parfois qui font pas du tout leur taf, entre guillemets, ou en tout cas vous avez des résistances au-dessus qui font, elles, aussi leur taf. Mais ce hammer est plutôt encourageant, ça veut pas nécessairement dire, on est plutôt sur le bas également du côté parallèle de cette correction. Voilà, c'est pareil, Ethereum affiche de la force, en tout cas je trouve, par rapport à Bitcoin. Il nous a touché du coup les zones pour une étendue, ça s'est touché. Il nous a touché la vallée inférieure. Pour le moment, il n'a pas attaqué en dessous. Attention, il est toujours en train de distribuer. Et il y a quand même une forme d'accélération de momentum, puisque vous voyez que ici, pour le moment, on distribue à ce rythme-là, et désormais, on distribue un petit peu plus fort. Et la structure n'est pas haussière, hein, il n'y a aucun problème avec ça. Encore une fois, j'ai aucun souci avec le fait de dire qu'on est
quand même dans une tendance de fond qui est baissière sur Ethereum, et ce depuis le 11 mars 2024. Les altcoins, on regarde désormais l'altcoin dominance. Je trouve que ça a beaucoup plus d'intérêt que de regarder les altcoins contre BTC ou ce genre de choses. Altcoin dominance qui se reprend un petit peu, mais on est toujours dans la distribution. On arrive à casser la petite distribution qui est là. Attention à pas se faire rejeter pour continuer une distribution plus importante. Mais voilà, c'est un petit peu la même chose, je dirais, sur les altcoins. Attention à ce qu'on ne perfore pas ça, parce que là, vous avez une très belle épaule tête épaule qui pourrait éventuellement nous emmener beaucoup plus bas. On a perdu le momentum d'une accumulation, on a cassé la structure ici, on a fait la continuation de structure ici. Ce qu'on veut maintenant, c'est dire, ok, ça, c'était une correction, d'accord, par ailleurs, je casse ma distribution, hein. C'est déjà un bon signal de casser la distribution 4 heures ici, qu'éventuellement les alts vont se reprendre pour, à minima, encore une fois, revenir sur les 24% de dominance. À ce stade, je suis pas extrêmement fan de rentrer sur des altcoins sans confirmation supplémentaire, hein, puisqu'on a eu BOS, COS, encore une fois. Pour le moment, il va falloir qu'on ait un break de la structure dans l'autre sens, donc dans cette zone-là, revenir déjà à 23%, et personnellement même attendre ici des cassures plus importantes. Est-ce que ça veut dire que j'ai des alts, puisque là vous comprenez qu'on regarde la totalité des altcoins, est-ce que ça veut dire que j'ai des alts qui n'ont pas touché des endroits sur lesquels j'étais intéressé pour les acheter? Non, personnellement j'ai acheté quelques alts sur ce dip. Maintenant je me mets pas non plus 100%, enfin voilà, je suis pas dans la violence sur les entrées des alts, parce que je trouve que ça c'est moche, hein, une distribution, une consolidation, on perd le momentum de la consolidation pour éventuellement marquer une autre distribution. Pour le moment, je trouve que c'est assez moche. Maintenant, s'il y a des alts qui m'intéressent sur ces zones-là, bien sûr que je les prends. Par ailleurs, et ensuite, trader sur des alts, et ça sera, je pense, la vidéo affiliée du jour, peut-être intéressant sur certaines qui sont vraiment ici à des niveaux qui sont sur des supports intéressants. Donc en trade c'est différent, hein, que de l'investissement. Sur de l'investissement, on va dire que je vais pas tellement regarder, le fondamental va vraiment me plaire, et je vais admettons payer ici la descente, et ici vous comprenez que nous ce qu'on cherche éventuellement c'est, s'il y avait une descente supplémentaire, et bien payer toute cette zone, hein, toucher un endroit sur les alts et lisser un prix d'achat vers le bas qui nous permettent ensuite de plus rapidement redérisquer ces positions-là, parce que le risk-reward était plus intéressant, hein. Comprenez que si vous faites une entrée sur les alts, je vais dire une connerie, mais à 100% là-dedans, là vous êtes sous l'eau. L'idée est d'avoir du cash pour racheter ici, donc des entrées graduelles sont extrêmement importantes à faire sur des niveaux intéressants, et quand le prix vous y mène, si le prix ne vous y mène, enfin, quand le prix vous donne l'impression d'y aller, c'est là que ça vaut le coup de placer vos ordres, tout simplement en cas de pépin, au moins vous serez servi. Donc voilà un peu l'idée, ça j'en ai déjà parlé de toute façon hier. Bitcoin dominance, on est sur des choses intéressantes également, c'est pas non plus incroyable, mais on est sur des choses intéressantes, parce que la Bitcoin dominance a réintégré ici, elle est plutôt dans une certaine mesure en train de corriger. Maintenant attention, comment dire, ici on avait une structure qui était baissière, j'ai breaké la structure quand on est venu, alors on s'est fait rejeter certes, mais j'ai breaké la structure quand on est venu faire ce point haut ici. Personnellement, tant qu'on perd pas la traîne d'AQ sur la Bitcoin dominance, je suis perplexe quant à sa direction. C'est-à-dire que pour moi, on peut aussi bien aller visiter les 60% de dominance, ça serait pas inquiétant. Tant qu'on reste dans ce canal, en gros, hein, cette tendance haussière de fond, là, ici, tant qu'on reste là-dedans, et on aura un premier signal que ça n'est plus le cas quand on perd l'accumulation. Le deuxième signal, ça sera au break de la structure, ici. Ok, mais vous comprenez qu'on va pas attendre 8% de baisse de dominance pour se dire bon ok, on est sur le chemin d'y aller ou pas. Donc personnellement je marque ce point là, donc le break en structure de ce qui se passe sur cette ligne là, hein, plutôt avec un éventuel ici, vous le voyez, triple top, hein, finalement. Le break de la structure ici, le break de la petite structure me dit qu'on pourrait être éventuellement de coucher la grande, en train de coucher la grande, donc je me base sur ces critères là. Comprenez que ces critères là, ils n'ont pas vocation
À prédire le prix, ils ont vocation à essayer d'être dans le bon sens au bon moment. Et ils ont vocation tout simplement à vous donner des signaux un peu plus early que d'être dans l'attente de choses et d'autres. Stablecoin dominance, je l'ai déjà fait hier dans la vidéo affiliée, mais globalement, il y a des trucs moches et des trucs bien. Quels sont les trucs moches ? Alors d'abord, sur la stablecoin dominance, on a réintégré le momentum de cette accumulation-là. Donc ça veut dire que on est peut-être en train de se diriger vers le haut du canal à nouveau, d'accord, pour faire une continuation de tendance baissière, certes, pour le moment, encore une fois, faire la météo en disant qu'il va faire le même temps qu'hier est peut-être potentiellement le plus intéressant. Donc scénario privilégié à ce stade, étant donné qu'on réintègre ça, avec cette bougie-là. Scénario privilégié à ce stade, ça reste quand même de revenir là. Donc les potentiels 50 000 euros sur BTC restent sur la table. À ce stade, je vois pas nécessairement de signe de diminution de tout ça. Comprenez qu'on regarde un peu la distribution à l'envers, hein, la distribution actuelle à l'envers. Si vous voyez le canal de Bitcoin actuellement en descente, c'est plus ou moins une réitération de ce qui se passe là-dedans. Mais vous voyez qu'à aucun moment, on ne perd le momentum ici de cette accumulation sur la stablecoin dominance. Donc attention à ça. Et là, c'est la même chose. Tant qu'on n'a pas cassure du momentum initial, plus éventuellement de la structure, difficile de dire ou d'imaginer qu'on va plus bas. D'accord ? Donc pour le moment, on va dire que le marché nous montre qu'il est dans une distribution qui semble assez pérenne. Et pour le moment, toute la perte de cette structure-là ici, accumulative, qui aurait pu nous dire à ce stade, ben, on est juste en train de retester, d'accord, des choses, et potentiellement en train de se mettre en place différemment. Maintenant, on regarde beaucoup le canal, mais il ne faut pas oublier la tendance. Comment expliquer ça ? On va le faire simplement. J'ai une tendance de fond ici qui est baissière, un creux, un sommet, un creux, un sommet, un creux. Ce creux-là est plus haut que celui-là. Ça, c'est embêtant. Ok ? Néanmoins, je n'ai pas fait de sommet plus haut. D'accord ? Donc, dans cette tendance de fond baissière, là, je n'ai pas eu le break de la structure qui me dit on a dépassé les 7% de stablecoin dominance. Et pour le moment, j'ai pas eu ça, d'accord ? La confirmation ultime ici, et on n'aime pas la réintégration de... Excusez-moi. Oui, donc du coup, tant qu'on n'a pas ce fameux break de la structure, là, on a un signal qui est pas joli, qui est qu'on ne fait pas de nouveau plus bas à la suite de ce plus haut qui était moins haut que le haut précédent. On voit également que, excusez-moi, on va mettre ça à d'aplomb 1. Le momentum avait été perdu ici, momentum de distribution qui était très intéressant sur la stablecoin dominance, il a été perdu ici. Le momentum le moins agressif est ici, néanmoins ça nous fait casser la structure également, donc attention, je parle ici de faire une consolidation en fait dans une structure haussière plus importante, ok. Et puis ensuite le creux suivant, bah, il se délimitera comme ça. Donc la grande question ici c'est, est-ce que je fais confiance à cette structure comme étant baissière, c'est-à-dire je rejette ici sur ces zones-là et je viens faire ma continuation de structure, ou alors est-ce que je dis attention, on a perdu le momentum initial, on fait un creux qui est moins haut que le creux précédent, donc dans quel time frame je me base pour me dire que cette correction-là ne va pas me donner un nouveau plus haut. Ok, c'est un peu ça l'idée, d'accord ? Donc bah là c'est pareil, on cherche des signaux, on cherche des choses qui de manière vitale, de manière précise peuvent nous dire que non, on ne prendra pas les 7% de dominance, qui à l'époque, on y est presque, hein, je l'entends bien, mais qui à l'époque en gros correspondait au niveau du 1er mai 2024, donc je pense que dans cette zone-là, on était à 52 000 sur BTC justement. 1er mai.
Non, on était à 1er mai. On était plutôt à 61, on était au même endroit, donc la dominance est restée dans les mêmes zones à peu près. Excusez-moi pour cette erreur. Donc je pense que les 52 000, ils sont plutôt aux 8% de dominance par ici, hein, autour de février. Voilà, difficile d'avoir une lecture propre de tout ça. En tout cas, sur le fond, la dominance des stablecoins est à la baisse. Ceci représente des corrections. La dernière chose qu'on aimerait voir, c'est une cassure de cette distribution-là. D'accord, ça là pour le coup. Mais de toute façon, avant de dire ouf, on va dire, là vous êtes au 7% de dominance sur la stablecoin dominance. Avant de dire ouf, si on casse cette distribution, ça nous emmènerait plutôt dans les zones des 25-30 000 $. D'accord, ça c'était le range de 25 à 30 000. À dominance égale, hein. Encore une fois, il faut ici à dominance égale pour Bitcoin. Donc, on va faire les news, on ira faire le scénario privilégié sur la journée à la fin, déjà 25 minutes d'analyse technique. Bitcoin, ça je l'ai dit, qui est sur son 4 heures RSI level le plus bas depuis plus d'un an. Le weekly RSI qui lui-même est à son point le plus bas depuis 8 mois. Quand vous avez ici une divergence weekly qui, pour le coup, est relativement franche également. Alors, c'est pas une divergence weekly. La divergence weekly est là, excusez-moi. Mais on aura cette divergence quand le RSI aura... Si le RSI vient à éventuellement dépasser ce point-là, vous comprenez que là, vous avez une divergence weekly qui est énorme. C'est-à-dire si on enfonce ici, mais qu'on reste plus haut en prix, ce qui est plutôt probable... psychologie de cette histoire-là, c'est de dire qu'on est dans des conditions de survente qui sont avérées. Est-ce que ça veut dire pour autant que le RSI ne peut pas ramper ici vers le bas et aller bien plus bas? Non. Bien sûr, le RSI, c'est un indice de momentum qui est en train de nous dire que là, les ventes sont quasi autant énervées que ce qu'on avait quand on était à 27 000 $ finalement. Les flots ETF, c'est pas bon, moins de 100 millions, et vous voyez que tous les ETF sont en diminution. Et le deal qui vient d'être fait avec Julian Assange pour plaider coupable et du coup avoir littéralement purgé sa peine. Je rappelle que le partenaire de la chaîne, c'est Bluffin. Vous ouvrez un compte avec le lien de la chaîne et du coup, vous avez déjà une réduction de vos frais de trading, bien sûr. Mais en plus, vous avez accès aux vidéos affiliées que je poste assez souvent pour mettre en avant, c'est soit des analyses altcoins, soit du trading, soit des analyses plus poussées sur BTC, etc., etc., etc. On passe ici sur Wall Street Journal, MTGOX, on en a déjà parlé, on passe. Strike Launcher, ok, ça on passe aussi, c'est l'app de Jack Mallers. On passe MTGOX, on passe sur Assange. Tencent qui serait en train de tester des accords de trading en utilisant le Yuan Digital. Tencent, c'est gros au niveau chinois, donc peut-être ici un critère d'adoption de la monnaie numérique de banque centrale chinoise. Nvidia qui corrige assez fortement, il faut comprendre qu'une correction de 10% sur Nvidia, c'est 500 milliards, c'est la market cap d'Ethereum que vous avez perdu en quelques jours. Airbus qui se prend une petite tannée, visiblement, on passe. Quelque chose d'inhabituel se passe à Wall Street. En fait, la question posée ici est est-ce que Nvidia est le nouveau Cisco? Cisco avait pris la première place pendant la bulle Internet devant Microsoft et ensuite bon c'est devenu une très belle société mais qui a quand même depuis bien évidemment perdu énormément en market cap. Est-ce qu'on est dans une bulle AI, c'est la question que se pose le marché ou alors bon c'est un fait on est dans une bulle AI. Maintenant est-ce qu'elle va s'arrêter maintenant ou pas, c'est un petit peu la question.
Calendrier économique, on en a déjà pas mal parlé, donc on va passer aussi là-dessus. On passe aux liquidations, j'en profite pour vous dire de mettre un like sur la vidéo si le contenu vous plaît. Alors là où c'est intéressant, c'est que malgré 191 millions de liquidations, dont 130 millions sur Bitcoin et Ethereum, et vous voyez que Bitcoin et Ethereum sont verts, et ben sur les alts, on a liquidé plutôt du short. Donc les alts ont marqué une forme de rebond de liquidité qui est intéressant quand même à noter. En ce qui concerne le carnet d'ordre, au spot, alors moi ce que j'aime bien voir, c'est qu'on ait fait ce pic ici, on a servi beaucoup d'ordres ici à l'achat et qu'on a à nouveau des ordres à l'achat qui viennent se faxer à nouveau en dessous. J'ai un problème avec Chrome, je sais pas, je mets en pause du coup une petite seconde, mais en fait il faut que je le relance, sur le Mac là il se met à planter, c'est très énervant. Ok, donc du coup, ça je trouve ça plutôt bien, qu'on ait des ordres qui aient été servis et qu'ensuite, suite à une remontée du prix, on ait les mêmes ordres qui s'affichent ici. Vous voyez que globalement, tous les ordres ont été servis à l'achat et on a des ordres qui sont ravisés ici. Mais globalement, en termes d'achat, il y a beaucoup de bitcoins qui ont changé de main sur ce dip, et ça, c'est plutôt une bonne chose. On voit également ici, j'ai dézoomé un petit peu les leviers, je crois que je suis en 6 heures, ouais, c'est ça. Et bien que pas mal de points de liquidité ont été pris. Quand je regarde le 6 heures, et qu'on avait parlé de deleveraging sur la zone des 12 milliards, globalement le range d'open interest ici se trouve entre là et là. Si jamais on devait déleverager littéralement toute la structure, qu'on n'arrivait pas à péter finalement cette zone qui d'habitude nous donne quand même un rejet, entre 13 et 14 milliards d'open interest, si jamais on n'y arrivait pas, attention qu'on ne revienne pas sur la zone des 9 et quelques. On va dire que c'est pas très propre là si je vous le montre comme ça, mais dans les zones où d'habitude on deleverage, bon là on a fait un deleveraging, c'est relativement normal, et vous voyez que la distribution enlève du contrat, puisque vous avez généralement quand même plutôt plus de long en contrat, ou en tout cas les traders de position vont plutôt tenir un long pendant assez longtemps, on va dire ça comme ça plutôt. Maintenant, redéleverager jusqu'à 9,3 milliards est possible, c'est-à-dire que ici, il faut comprendre qu'on est à peine au-dessus en prix, mais qu'on a toujours beaucoup d'open interest dans le train, en fait, c'est un peu ça l'idée. Donc attention à ça, il faut que je paye, j'ai pas payé Coinalyze, mais globalement, si je dois vous refaire tous les niveaux, qu'est-ce qui s'est passé dans cette structure? Eh bien, là j'ai du long, donc il a été pris, il n'y a pas de souci. Ici je deleverage, ça va ensemble. Ici j'avais du long, vous voyez que le funding devrait descendre, mais il ne descend pas. Ici j'ai encore du long, mais il a été liquidé. Et on fait un dernier deleveraging à peu près dans cette zone-là. Là, j'ai du short qui commence à rentrer, puisque j'ai un prix qui monte, mais j'ai un funding qui descend dans le même temps. Ça veut dire qu'il y a du shorter et qu'on est en ce moment en train de s'en occuper. Et à partir de là, je reprends une certaine forme de normalité. Donc, on va pas rajouter de niveau en soi. Il y a sûrement du short ici, en fait, puisque déjà, en price action, on voit très bien qu'il y a du short, que le prix se... Ouais, c'est ça, il faut que je le paye. On voit très bien qu'il y a du short ici, qu'il y a un point de liquidité à venir chercher par-dessus. Mais la divergence n'est pas notable. Sauf à dire qu'on a un tout petit peu... Bon, bref, pour moi, elle est prise. D'accord? Pour moi, elle est prise. Donc ça nous donnerait quelque chose comme ça. On fera la sauvegarde demain, parce que je ne peux pas sauvegarder. Les liquidités en liquidation sur iBlock. Qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai un bottom qui est longué. Il y a quand même un petit peu de monde. Pour moi, j'en ai pas. Vous l'avez vu quand on a fait la... J'ai pas d'énormes divergences, en tout cas, dans cette zone-là. Et là, iBlock nous dit que si, il y a quand même un petit peu de monde qui est rentré long sur cette structure-là. Il nous dit qu'il n'y a pas énormément de monde, à contrario de ce que je vous ai mis comme boîte de liquidité au-dessus. On a une très belle boîte de liquidité, en tout cas, je trouve, au 64 500. Est-ce que ça correspond au point dont je parlais tout à l'heure en termes de price action qui pourrait éventuellement être revisité? Excusez-moi.
Ouais, c'est à peu près ça, hein, 64 500. Là, ici, là, il y a vraiment un truc à potentiellement venir chercher. On peut ne pas y aller, mais je serais étonné qu'on n'y aille pas, personnellement. Je trouve que d'ailleurs, c'est... si on arrive à casser la petite épaule, tête épaule, là, c'est vraiment quelque chose de prenable. La One Week est nettoyée, mais elle l'était déjà hier. Le point chaud avait été pris ici, hein, d'accord. On est revenu rechercher, on va dire, les... oui, pas les retardataires, mais si, les retardataires. Ici, ensuite, sur Ether... Même analyse, peut-être un peu moins de longue. On a sorti cette grosse position là ici qui était prenable. On a un peu de liquidité au 3450 et la jolie boîte de liquidité, hein, là où on a laissé quand même beaucoup de monde rentrer. Je dirais que c'est 3536 sur Ethereum. Allez, on va sur le prix. On fait la conclusion de cette vidéo sur de la petite time frame. On va dire sur de la petite time frame. En gros, la conclusion, elle a déjà été faite, hein. Puisque on a donc du coup impulsion, correction, impulsion, d'accord, petite correction là-dedans. Derrière, j'ai une impulsion dans l'autre sens, petite correction, impulsion, correction. Et là, j'arrive sur résistance. La structure est jolie pour un retournement, c'est-à-dire que là-dedans, on voit que l'intention était baissière et on commence à prendre une intention haussière en 15 minutes. Attention aux 15 minutes, c'est une time frame que vous voudrez travailler plutôt sur l'idée d'un trade. Et là, on est même en 5, mais sur le 15, vous la verrez aussi. Je parle du 15 parce que la résistance se fait en 15 minutes ici. Où vous allez travailler la structure uniquement sur du 1 heure ou 4 heures, d'accord? C'est-à-dire un trade qui va durer à peine quelques jours. C'est-à-dire que si je rentre ici sur une intention haussière 15 minutes, théoriquement mon TP max doit quand même respecter la 4 heures et la 1 heure, la time frame plus importante, d'accord? Donc c'est un petit peu la même analyse que ce qu'on a dit hier, c'est-à-dire si on se reprend à partir de là, qu'on arrive à casser ce point-là, et comprenez que hier, c'était plutôt un niveau à ne pas perdre. Ok. Hier, on avait dû faire la vidéo dans ces eaux-là. C'était plutôt, si ce 15 minutes-là tient vers le bas, et la zone de combat, il me semble que c'était ça, nous donnera éventuellement la direction pour la journée. On était plutôt dans l'idée qu'il allait tenir hier, c'est-à-dire que le prix allait nous dire ça, il n'a pas tenu, on a dégagé dessous, on a liquidé donc du monde, et puis derrière, on essaye de revenir prendre ce qu'on a laissé sur le chemin hier. Attention, si l'intention est extrêmement baissière et si on est vraiment sur un panic sell assez important, il est possible que ce niveau-là soit rechargé puis tienne, étant donné qu'on a des gens qui ont du pognon et qui se disent le fonda est avec moi, tout simplement pour aller beaucoup plus bas. C'est-à-dire que la zone de combat ici n'est pas clearée en faveur des acheteurs. En revanche, si à l'inverse, les institutions qui ont du pognon on fait de jolis achats dans cette zone-là, réacheter légèrement dans celle-ci. Vous voyez qu'on est plutôt sur une structure de retournement et qu'ils vont vouloir venir faire abdiquer les vendeurs dans cette zone-là. À ce moment-là, j'ai tendance à dire que c'est celle-là qu'on peut viser, les 64 500. Encore une fois, l'idée ici, tout se base un peu sur ce 15 minutes-là, hein, dans la logique intraday. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur le fond, hein, et sur la partie, on va dire, plus importante, les time frames qui sont un peu plus importantes. Déjà, on comprend bien ici, et c'était ce que j'avais déjà pas mal montré, hein, quand je disais ici 59.3 ne doit pas être perdu, sinon la dernière limite c'est ici, et ça correspondait ici à une zone d'entrée et de rebond potentiel, parce qu'on était sur cette zone-là, et là vous comprenez que 59.3, on l'a assez largement enfoncé, hein, on est descendu à 56.3. Moins 3000 $, encore une fois on peut faire pas mal de choses dans des time frames qui sont relativement larges. Ici, si vraiment je veux venir chercher un endroit où on a rebondi et où fait quelque chose et où donner, on va dire dans une plus petite time frame,
quelque chose d'intéressant, on va dire que je suis dans cette toute petite correction-là en 15 minutes, d'accord? Je pense d'ailleurs que même si je vais chercher... Donc c'est des endroits où il est relativement... Si je vais chercher un 15 minutes dans cette zone-là, notamment à son dernier carat, qui va être à peu près par ici, on doit se retrouver sur ces logiques à peu près là. Voilà, c'est ça. D'accord, vous voyez ici, on ne clôture pas en 15 minutes sous ce point-là, et c'est cette vallée qui vient défendre la vallée, le reste de la vallée. D'accord? Donc on peut éventuellement... Moi, je trouve cette correction-là, elle est pas incroyable, hein, entre guillemets. Enfin, je veux dire, c'est pas aussi joli que les rachats systématiques de cette 15 minutes-là et cette 1 heure-là. Néanmoins, pour le moment, on a une réaction dessus. C'est pas quelque chose que j'aurais marqué tout de suite. Sinon, après, ça fait beaucoup de points aussi. Hein, vous comprenez, si vous les mettez tous. Bon, il y a un moment où... Parce que en ce moment, je fais pas énormément d'intraday. Si je faisais beaucoup d'intraday, voilà, ça serait un endroit où je me dirais, bon, ok, il y a peut-être ici quelque chose qui va tenir. Et puis, on serait déjà en train de prendre profit sur de l'intraday, bien sûr. Donc, gardez en tête cette idée que une vallée est censée protéger la jambe précédente. C'est-à-dire une consolidation correspond à un petit peu de volume profile, un petit peu de volume d'entrée, etc. À ce moment-là, je vais regarder ma vallée dans une petite time frame pour essayer de voir dans la plus petite time frame qu'est-ce qui a à peu près provoqué une réaction, et on peut éventuellement se dire que ceux qui ont payé cette zone-là reviendront à repayer à nouveau une autre zone, puisqu'ils viendront défendre entre guillemets leur liquidation, ou en tout cas augmenter leur position vers le haut. Je trouve bien entendu que des niveaux comme celui-ci sont beaucoup plus jolis, même à la limite là, oui c'est ça, des niveaux comme que des toutes petites consos comme celle-ci. Donc je préfère effectivement aller chercher des choses dans des time frames plus importantes. Comprenez également et quand même que ici on avait pour le coup le point qui a tenu. Et ça, c'était quand on a fait la correction autour des 56,3. On a fait 56,5, hein, quelque chose comme ça. Donc parfois, les toutes petites consos présentent des intérêts. Encore une fois, l'idée étant... Je vais plutôt aller chercher du gros support et de la grosse conso pour des time frames plus importantes. Et je vais plutôt aller chercher du tout petit support pour de l'intraday, d'accord. Admettons que je suis vraiment sur du scalping, sur des allez, on va dire 30 minutes de position au maximum. Sur du scalping, je vais vraiment aller jusqu'aux 1 minute pour essayer de voir en 1 minute où sont mes vallées, où sont mes... et vous aurez toujours des choses intéressantes à regarder dans ce contexte-là. Par exemple, là, j'ai une imbalance, j'ai une vallée. On est venu rebondir, effectivement, à l'attaque de cette vallée-là. On a construit un 1 minute qui est intéressant, etc., etc., etc. Donc, en soi... n'hésitez pas à aller visiter, voilà, c'est ça que je voulais dire, n'hésitez pas à aller visiter et à avoir certes trop de niveaux sur votre chart, mais la question n'est pas est-ce que j'ai trop de niveaux ou pas, la question étant plutôt est-ce que ce niveau motive une entrée ou non, d'accord? Là, en l'occurrence, bon, le niveau a posteriori motiver une entrée. Maintenant, pour moi, la consolidation était tellement petite que c'est pas un niveau que j'aurais instinctivement marqué. En tout cas, dans une recherche de trade qui n'est pas intraday ou scalping, d'accord? Donc, j'ai plutôt tendance, moi, et ce que j'aime beaucoup faire, c'est, et là encore, on est encore sur du contenu affilié, mais finalement, on va dire que mon contenu affilié est tout simplement gratuit. Je pense que c'est la juste rétribution de rester à peu près 45 minutes devant une vidéo, ça veut dire que ces choses-là vous intéressent. Moi, ce que j'adore faire, c'est plutôt dire, bon, j'ai un daily, par exemple là. Bon, là, en l'occurrence, c'est facile de refaire la météo de hier, mais c'est pour donner l'exemple. Hein, c'est pas nécessairement ici une entrée que j'aurais faite, encore une fois. J'ai un niveau daily. On peut venir, donc vous le voyez, il est là. Hein, on peut venir mêcher jusqu'où concrètement, quels sont les niveaux où ça m'intéresse de me dire qu'on peut aller
toucher un niveau dans une time frame plus faible. Alors là, c'est facile encore une fois parce qu'on a la réponse, hein, on regarde dans le passé. Mais là, effectivement, ce niveau 15 minutes là présentait une forme d'intérêt. Donc, en soi, si j'enfonce le niveau en grosse time frame, où est-ce que la petite time frame risque de m'arrêter, d'accord? Et encore une fois, jouer ce niveau qui est un 15 minutes ne doit pas en soi venir insulter totalement la structure 1 heure, 4 heures qui est baissière. Donc ça veut dire que l'entrée sur ce niveau 15 minutes là, en théorie, doit venir prendre quelque chose, soit sur cette distribution-là, puisque le momentum s'est accéléré, donc 62 688, et éventuellement sur la prochaine résistance, c'est-à-dire 64,2, ça ce serait TP1, TP2, et là effectivement je peux laisser un reliquat de position, aller chercher là, puisque c'est là où vraiment pour le coup on a la daily, qui elle-même est en distribution, et là encore derrière je peux laisser un reliquat de position, c'est ça qu'on dit, enfin c'est comme ça que j'entends moi cette idée de laisser courir ses gains, garder un reliquat de position qui, en gros, une position ne se clôture quasiment jamais totalement, ne pas hésiter à envoyer du reliquat, à aller chercher beaucoup plus haut, et c'est ça qui va faire un petit peu la différence sur la performance de votre PF de trading. C'est-à-dire des positions rapidement dérisquées, rapidement SL à break-even, etc. et qui n'insultent pas la structure en soi. Hein. C'est cette idée que trend is your friend, mais j'aime pas du tout moi cette façon de dire, parce que je trouve que, en tout cas pour les néophytes, ça veut dire quel trend, ça veut dire quel time frame. J'aurais tendance à dire que trend is your friend est en soi une bonne manière de voir les choses à partir du moment où le concept d'unité de temps est extrêmement bien intégré. D'accord? Si le concept d'unité de temps est extrêmement bien intégré, à ce moment-là, trend is your friend, oui, ok, parce que dans quel time frame s'inscrit mon trade, donc ici, je ne cherche pas à rentrer un swing qui va aller à 115 000 $, je rentre un intraday qui lui-même va venir gagner de l'argent, d'accord? Et ensuite, derrière, j'essaye de maximiser mes profits en ayant des concepts un petit peu plus délirants sur le fait que finalement, ce trade sur un niveau 15 minutes puisse être la continuation d'une weekly qui elle-même est haussière, d'accord? Ici, j'ai ma conso en weekly. Donc du coup, bon là oui, une weekly, oui, pour moi je dirais ça comme ça. Je dirais plutôt que j'ai ma conso en daily. Et l'idée ici étant de éventuellement se dire, ben, on est peut-être sur des endroits, encore une fois on l'a expliqué, localisation, RSI, etc. Toutes ces choses-là, qui peut me donner une daily haussière. Donc scénario privilégié ici pour la journée. Et ben on reste sur l'éventuelle cassure de ça pour retourner ici. Ce serait déjà, dans un premier temps, l'idée. Maintenant, hier, vous voyez qu'on avait tort. On voyait bien tout ça tenir, toute cette zone-là tenir. On avait des 15 minutes qui étaient intéressants. Maintenant, tous les signaux ne se sont pas mis ensemble pour aller dans le sens de cette position-là. Et là, le signal actuel qu'on pourrait attendre, c'est le fait de venir clôturer réellement ce niveau-là en 15 minutes, c'est-à-dire faire une ouverture clôture de bougie en 15 minutes au-delà de ce niveau. Pour le moment, ce niveau résiste très bien. Il est là, il repousse. Donc du coup, il n'y a pas nécessairement, entre guillemets, le signal d'entrée. Celui qui, en revanche, cherchait un signal dans une time frame encore plus petite, ouais, c'est même pas... je trouve que même en 5 minutes, le fait qu'on vienne juste faire ce V-bottom ici... ne nous dit pas que voilà, même dans des plus petites TF, on va dire que c'est peut-être juste la cassure de cette distribution là qui éventuellement aurait pu vous dire bon allez gigot pour essayer d'aller chercher target de continuation entre guillemets, hein. À peu près dans ces eaux là, 63,3. Mais voilà, sur des plus petites TF entre guillemets, j'ai même pas ici de vrai beau signal, quoi, voilà. Donc péter ça,
Celui qui veut avoir un signal moins fiable mais plus rapide, vous comprenez qu'il pourra tout à fait aller chercher quelque chose en 5 minutes. Et encore, non, même pas. C'est vraiment le 15 ici. Même en 1 minute, vous voyez que j'ai tellement un petit peu de temps là-dedans que non. Voilà, donc 3 minutes. 3 minutes, allez, on va se le dire comme ça. C'est juste pour l'exemple. Hein. Là, j'ai un 3 minutes. On va le mettre en 5 minutes, parce que moi, je note pas les 3 minutes. Mais là, j'ai un 3 minutes. On aurait bien aimé qu'il touche ici. Là, c'est vraiment le point le plus bas où je puisse le mettre. Non, il touche pas. Donc, non. C'est du 5. Même pas. Non, il n'y a pas grand-chose ici à rajouter de plus, je pense, sur cette structure. Le niveau 15 est bien. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. On est rentré pas mal dans le détail sur pas mal de choses encore une fois, mais c'est l'idée un petit peu de la chaîne. Bravo à ceux qui suivent la vidéo en entier. Je pense pas que vous soyez énormément, mais voilà, ça fait plaisir quand il y a des retours sur les fins de vidéo, parce que je me dis, ah bah tiens, il y a quand même au moins des gens qui vont jusqu'au bout. Personnellement, moi, ça me fait plaisir de vulgariser tous ces concepts-là, parce que, déjà, d'une certaine manière, ça permet de mieux les intégrer, parce que parfois, on fait les choses de manière intuitive, mais sans nécessairement même comprendre soi-même ce qu'on fait, et ça, c'est pas grave, hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est le fait de les expliquer en mai est extrêmement intéressant. Long terme, on va dire que c'est le weekly qui est là, hein, qui va nous parler. Ce qu'on veut voir à long terme, c'est éviter de venir fermer ce weekly là, parce que donc on veut voir que cette bougie là soit ravalée jusqu'à 64 193. C'est-à-dire que long terme, ce qu'on veut voir, c'est une fin de semaine haussière pour tenir finalement ce niveau weekly, plus que de clôturer en dessous. Niveau weekly qui est vraiment, oui, propre. Il est propre depuis mars-avril. Depuis mars-avril, c'est ces points-là qu'on tient en weekly. Je dirais qu'il trouve vraiment sa source en mai. Si jamais on commence à clôturer en weekly en dessous des 64 000, 64 000, hein, ouais, globalement, 63 956, si on commence à clôturer en weekly en dessous de tout ça, etc., c'est, je trouve, en tout cas personnellement, pas du tout un bon signal pour la suite. Il faut bien comprendre ici, personnellement, je suis pas fan des moyennes mobiles, par exemple, parce que laquelle j'utilise la 50 MA, la 100 MA, l'exponentielle, la simple, etc. Je suis pas un grand fan des rubans de moyennes mobiles, de toutes ces choses-là, etc. Et voilà, parce que si, à la limite, selon la temporalité de mon trade, ça peut éventuellement m'aider à avoir un biais haussier ou baissier. Mais en soi, je trouve que c'est pour le coup facile de se tromper ou en tout cas d'avoir un mauvais biais dans ce cadre-là. Le danger également avec les niveaux et leur temporalité, hein, les méthodes de trading là que je vous explique ici, c'est d'être dans un biais haussier, mais de toujours se dire, bon c'est pas grave, parce qu'il y aura toujours un niveau en dessous, d'accord, il y aura toujours un 15 minutes, une heure, quelque chose qui donnera à minima une réaction. Et je pense qu'il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de respecter la structure. Et ça, c'est vraiment quelque chose pour moi de très important, au sens où sur le long terme, vous verrez que oui, vous ne prendrez pas... Il y a des trades sur lesquels vous aurez pu gagner des centaines de milliers d'euros. Mais c'est pas grave parce que sur le long terme, cette stratégie de prendre des profits, etc. Et si vous êtes surtout sur une entrée à contre-courant, de respecter la structure qui est au-dessus de vous. Ces entrées-là, et avec le dérisking qui s'impose, ces entrées-là, finalement, sur le long terme, feront de vous quelqu'un qui garde une belle rentabilité, et c'est ça l'idée. Sinon, ça sert à rien de passer du temps, encore une fois, à vous esquinter devant vos écrans pour pas grand-chose. Donc, en soi,
Clôture dans 15 minutes, etc. Bon, en gros, j'ai fait le tour, hein, je vais pas répéter ce que j'ai dit jusque-là. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. J'ai pour habitude, en fin de vidéo, de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. J'ai plusieurs semaines de retard sur les commentaires, vous m'en excuserez, puisque normalement, je réponds à tout, mais là, en l'occurrence, dernièrement, j'ai pas eu le courage de m'y mettre. Question à la con... Allez, on va parler de la quantité de viande que vous mangez par semaine. Est-ce que vous mangez de la viande Est-ce que vous mangez de la viande tous les jours? Ça m'intéresse, c'est une question que je trouve intéressante. Est-ce que vous mangez de la viande tous les jours ou viande ou poisson, hein, c'est l'idée. Ou alors est-ce que parfois vous skippez avec juste un plat de pâtes ou ce genre de choses par exemple? Vraiment une question à la con aujourd'hui. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. J'espère que celle-ci vous aura plu. À très bientôt.